Donc, M. le député de Châteauguay-Maisonneuve, cette motion est à l'écran. Je vous laisse la lire et la parole est à vous pour 30 minutes. Merci, M. le Président. Que conformément à l'article 244 du règlement de l'Assemblée nationale, la Commission de l'économie et du travail, avant d'entreprendre l'étude détaillée du projet de loi 3, loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations au milieu de travail, tienne des consultations particulières et qu'à cette fin, elle entende l'INTER, le Conseil provincial, le syndicat de la construction. J'y vais avec les explications, M. le Président. Donc, l'INTER, c'est le troisième plus gros syndicat de la construction. Je le disais tantôt, tout le monde m'a écrit pour venir en audience. La FTQ Construction, on disait, ben là, si le ministre fait des petites vidéos avec nous autres, on aimerait bien ça pouvoir venir échanger avec lui. Ils se sont fait répondre que il fallait qu'ils viennent à travers le parapluie de la FTQ. Le SQC n'étant pas affilié à une centrale, eux ont été invités, mais l'Inter, également, n'étant pas affilié à une des centrales du Québec, a souhaité venir présenter, parce qu'il était aussi dans le beau petit vidéo du ministre. Je vous lis donc la lettre, d'abord la lettre de demande de participation, qui dit la chose suivante. Nous avons constaté qu'un espace demeure à confirmer pour l'après-midi du 26 novembre, dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 3, loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail. Nous souhaitons vous informer que l'Inter aimerait pouvoir occuper cette plage horaire afin de faire valoir le point de vue de nos membres. Pour situer l'importance de notre organisation dans l'écosystème syndical, l'Inter représente plus de 45 000 membres au Québec. Grâce à notre appartenance au Canada's Building Trades Union, CBTU, nous sommes liés à un réseau de près de 60 000 travailleurs-travailleuses à travers le pays. Et via notre affiliation au North American Building Trade Unions, NABTU, nous faisons partie d'un ensemble regroupant plus de 3 millions de membres en Amérique du Nord. Cette présence élargie nous permet de contribuer de manière significative aux discussions sur les enjeux touchant directement les travailleurs de la construction. Toutes les autres associations syndicales du secteur de la construction seront présentes et il nous apparaît essentiel que notre organisation puisse également être entendue afin d'assurer une représentation complète et équitable des travailleurs et travailleuses concernés. Nous n'avions pas soumis de demande initiale à raison de la tenue de notre congrès qui n'a lieu qu'une fois tous les 4 ans et qui se déroule précisément aux mêmes dates. Cependant, à la vue de cette disponibilité dans le calendrier, nous avons procédé à un ajustement exceptionnel de notre programmation afin de permettre notre présence devant la Commission. Nous vous remercions pour votre attention à notre demande et demeurons disponibles pour toute information supplémentaire. C'est signé Michel Trépanier et Patrick Bérubé. Leur mémoire, donc, à défaut de les avoir entendus, commence comme ça. Mise en contexte. Au Québec, les relations de travail, la formation professionnelle de la main-d'œuvre et la gestion de cette main-d'œuvre de l'industrie de la construction, pour ne nommer que ceux-là, sont régis par la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, la loi R20. À titre de regroupement de sections locales affiliées au North American Building Trades Union du Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor Congressional of Industrial Organization, AFL-CIO, quand on évolue dans le milieu syndical, Monsieur le Président, on apprend vite à être à l'aise avec les acronymes. Il y en a beaucoup. On connaît ça. Le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction est une association ayant pour but l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s'étend à l'ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction. De surcroît, il est au sens de la loi R20 une association représentative de sorte qu'il peut faire constater par la Commission de la construction du Québec son degré de représentativité. De ce fait, le CPQMC, l'Inter, peut participer au processus de négociation collective des 4 secteurs de l'industrie et participer au sein de différents comités institués en vertu de la loi R20, tel le comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, le comité sur les avantages sociaux dans l'industrie de la construction. De même, cela lui permet directement ou indirectement, par le biais des sections locales affiliées qui le composent, de représenter les salariés qui en sont membres dans un vaste champ d'activités qui dépasse le simple cadre de la négociation collective, l'application ou de l'interprétation des conditions de travail ou encore le cours normal de ces activités, à savoir notamment, mais non limitativement, la participation de l'Inter à des affaires civiles, administratives, pénales ou criminelles, afin d'assurer la défense des intérêts sociaux et économiques de ses membres, tels que non limitativement, assurer la défense des membres poursuivis en vertu de l'une ou l'autre des dispositions pénales prévues à la loi R20. Assurer la représentation des salariés dans les instances administratives ou casiers judiciaires en matière d'accidents de travail ou maladies professionnelles. Assurer la formation professionnelle des salariés de l'industrie de la construction. Participer au processus parlementaire relativement à toute question touchant l'industrie québécoise de la construction ou la participation du CPQMCI, l'Inter, à des activités caritatives de tout genre, dont les foires d'accès à l'emploi et des organismes de sensibilisation à la santé ou à la sécurité du travail.
Qu'elles soient ou non reliées directement à la négociation ou à l'application d'une convention collective ou de ce qui en tient lieu, les activités de l'Inter sont exclusivement financées par le biais des cotisations syndicales des salariés membres. Ces cotisations syndicales, lesquelles sont déterminées à la suite d'un scrutin secret par la majorité des membres présents à une assemblée dûment convoquée, servent à réaliser l'objet même de l'exercice de la liberté fondamentale qu'est la liberté d'association et dont jouit individuellement et personnellement chacun des membres d'une même association, c'est-à-dire l'étude, la défense et le développement de leurs intérêts économiques, sociaux et éducatifs. Introduction. Le syndicalisme demeure l'un des piliers essentiels de la justice sociale et de la démocratie au travail. Il s'est imposé au fil du temps comme un moteur de progrès collectif. Amélioration des conditions de travail, établissement des normes de sécurité, création de régimes sociaux et défense de l'égalité entre les citoyens et citoyennes. Mais au-delà de la protection de la majorité, le syndicalisme joue un rôle fondamental dans la défense des minorités et dans la reconnaissance de leur droit à participer pleinement à la vie collective. Il incarne ainsi un espace de solidarité où chaque voix, peu importe son poids démographique, peut trouver sa place et contribuer à l'épanouissement commun. Or, le projet de loi 3 sur la transparence syndicale vient profondément bousculer cet équilibre. En introduisant la cotisation syndicale facultative, il fragilise directement le financement des organisations syndicales qui constituent le socle de leur autonomie et de leur capacité d'action. Une telle modification risque d'affaiblir la représentation collective des travailleurs et très travailleuses qui demeurent avant tout des citoyens, en installant une dynamique où l'intérêt général se voit supplanté par des considérations individuelles. En rendant la contribution volontaire, on remet en cause l'un des fondements même du modèle syndical, la solidarité obligatoire, laquelle garantit la protection de tous les membres, y compris les plus vulnérables. Le Barreau du Québec a d'ailleurs souligné que plusieurs projets de loi récemment déposés à l'Assemblée nationale comportent des dispositions limitant de manière significative la capacité des citoyens et citoyennes à faire valoir leurs droits et leurs opinions. Dans un communiqué publié au cours des dernières semaines, il rappelle que la recherche de solutions législatives ne doit pas se traduire par un accroissement du pouvoir de l'État au détriment des contre-pouvoirs démocratiques. Plus ces outils exceptionnels deviennent fréquents, plus ils risquent de s'installer comme pratique courante, une dérive dangereuse qu'il faut impérativement éviter. Selon le barreau, la voie à privilégier demeure celle du renforcement de la transparence et du dialogue entre les citoyens et le gouvernement, notamment par l'intermédiaire des organismes et associations mandatés pour les représenter. Cette prise de position du barreau vient appuyer des principes fondamentaux auxquels le mouvement syndical adhère pleinement. Ainsi, la transparence syndicale s'appuie sur une valeur essentielle, l'imputabilité des organisations envers leurs membres. Il est légitime et souhaitable que les syndicats rendent compte de l'utilisation des cotisations ainsi que du fonctionnement de leur instance démocratique. Toutefois, le projet de loi 3 dépasse largement cet objectif. En imposant une ventilation excessive et détaillée des dépenses de l'ensemble des acteurs au sein des organisations, il alourdit inutilement la gestion interne et risque d'éroder la confiance entre les membres et leurs représentants. Or, cette confiance repose déjà sur des mécanismes démocratiques éprouvés. Les membres ont accès aux états financiers, peuvent poser des questions en assemblée et élire celles et ceux qui gèrent les fonds collectifs. La transparence doit demeurer un outil de cohésion et de reddition des comptes équilibrés et non un prétexte pour affaiblir, stigmatiser ou bureaucratiser le mouvement syndical. Il doit respecter l'autonomie des organisations, la vitalité de la vie associative et le rôle essentiel que jouent ces institutions dans la représentation des travailleurs et travailleuses. Le projet de loi 3 ne s'inscrit pas uniquement dans une logique de gouvernance interne. Il participe à une dynamique de clivage inquiétante, comme l'ont souligné les 100 professeurs de droit dans une récente analyse critique publiée par la presse. Ceux-ci dénoncent une gouvernance par clivage où le gouvernement cherche à opposer différents groupes de citoyens, médecins contre patients, travailleurs de l'STM contre usagers et désormais syndicats contre population, créant une concurrence artificielle entre droits et intérêts légitimes. Cette approche ne favorise ni le dialogue ni la cohésion sociale, elle installe plutôt l'affrontement comme norme de gouvernance. Cette dynamique doit cesser. Il importe également que le gouvernement cesse de s'entêter dans une logique de confrontation judiciaire. À maintes reprises, le ministre du Travail et la CAQ ont laissé entendre que certaines réformes pourraient être contestées en cours, suggérant ainsi que la légitimité démocratique pourrait s'ajuster par le jeu des tribunaux. Or, l'expérience de l'Inter avec le projet de loi 142 a démontré que le gouvernement savait très bien qu'il allait être débouté. Si l'exécutif cessait de poursuivre ses initiatives malgré ce constat, le Québec pourrait épargner des ressources considérables, tant financières qu'administratives. Enfin, les documents récemment publiés par Québec solidaire révèlent que même la direction des affaires juridiques du ministère du Travail était consciente du haut risque de contestation du projet de loi 3, ce qui renforce l'impression d'un acharnement systématique envers les organisations syndicales. Cette situation met en lumière la nécessité pour le gouvernement de revenir sur sa démarche et de réévaluer ses priorités en tenant compte de l'expertise syndicale et des contre-pouvoirs indispensables à une démocratie saine. Le présent mémoire examinera l'EPL3 à la lumière de l'histoire de la démocratie syndicale et du cadre juridique québécois et international. Nous reviendrons d'abord sur les concepts fondamentaux du syndicalisme à travers l'Amérique du Nord, selon différents acteurs tels que Hyman, Webb et Piot.
Ensuite, nous aborderons les principes de la démocratie syndicale et déconstruirons les mythes argumentaires utilisés par le législateur pour justifier des nouvelles dispositions. Le mémoire mettra également en contraste les modèles québécois axés sur le collectif avec l'idéologie individualiste américaine dont la transposition serait incompatible avec nos valeurs sociales. Nous analyserons aussi les engagements internationaux du Canada, notamment les conventions de l'OIT, ainsi que la jurisprudence, dont l'arrêt Lavigne contre Ontario, qui reconnaît la légitimité de la cotisation syndicale obligatoire comme condition essentielle à la défense des droits collectifs et à la vitalité démocratique du syndicalisme. Finalement, nous mettrons en lumière des préoccupations concernant la portée trouée de la cotisation syndicale facultative, surtout en ce qui concerne le volet de santé et sécurité du travail. Les pôles du syndicalisme. Les organisations syndicales ont au fil du temps construit des identités complexes et multidimensionnelles qui vont bien au-delà de la simple négociation des conditions de travail. Traditionnellement, leur rôle premier est la défense des intérêts des travailleurs et travailleuses, en particulier l'amélioration des conditions d'emploi, la protection contre l'exploitation et la sécurisation des parcours professionnels, comme le souligne Webb dès 1894. Cette mission fondamentale constitue le socle historique du syndicalisme. Progressivement, un second pôle s'est affirmé au sein des organisations syndicales, celui de l'intégration sociale. Les syndicats ne se limitent plus à la sphère de l'emploi, ils deviennent des acteurs d'inclusion, d'accompagnement social et de solidarité, prenant en compte des besoins collectifs des membres et par extension de la société. Ils contribuent ainsi à renforcer le tissu social en s'assurant que les droits des travailleurs et des travailleuses s'accompagnent d'un accès équitable aux services sociaux, à la formation, à la santé et à la sécurité, tout en favorisant l'égalité et la participation citoyenne. Enfin, un troisième pôle, souvent désigné contre le syndicalisme comme le syndicalisme d'affaires, concerne la représentation d'intérêts professionnels dans des contextes où les enjeux dépassent la seule relation employeur-employé. Cette fonction stratégique permet aux syndicats de peser sur les politiques publiques, de défendre les professions et d'influencer les décisions qui touchent la vie collective. C'est précisément cet aspect que le législateur cherche aujourd'hui à restreindre en encadrant le champ d'intervention des organisations syndicales au prétexte de limiter leur influence dans les dossiers sociaux ou les débats de société. Pourtant, la définition du syndicalisme au Québec, telle que formulée par l'abbé Dion, est sans équivoque depuis plusieurs décennies. Il s'agit d'un vaste courant d'organisations de diverses catégories socio-professionnelles, ayant des buts divers, mais visant ordinairement en premier lieu la défense et la promotion des intérêts économiques, sociaux et moraux de leurs membres, soit dans leur travail, soit dans leur exercice de leur profession. Cette conception souligne que la défense des membres ne peut être dissociée de la défense de leur bien-être collectif et social. Former un syndicat et y adhérer, c'est reconnaître que les salariés ont des intérêts propres à défendre face aux employeurs, mais aussi dans la société au sens large. L'idéologie social-démocrate, profondément ancrée dans les organisations syndicales québécoises, dépasse la simple revendication économique. Elle vise à protéger les besoins fondamentaux des travailleurs et travailleuses, à garantir l'accès aux services publics, à promouvoir une fiscalité équitable et à soutenir des politiques sociales qui renforcent le bien-être collectif. Ces interventions ne bénéficient pas seulement aux membres syndiqués, mais à l'ensemble des citoyens, en consolidant un tissu social plus juste et plus résilient. Ainsi, restreindre l'action des syndicats aux seules négociations économiques ne constitue pas seulement une limitation de leur autonomie, c'est une atteinte au rôle social et démocratique qu'ils jouent depuis des décennies dans la société québécoise. Cette dimension dépasse la simple gouvernance interne, elle touche à la capacité des syndicats à agir comme contre-pouvoir, à défendre le bien commun et à contribuer à la cohésion sociale, un rôle essentiel qui serait gravement compromis par les dispositions du projet de loi 3. De façon générale, comme le souligne Chartier, un système démocratique repose sur le principe fondamental de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, ainsi que sur leurs droits et leur devoir de désigner les titulaires de l'autorité publique, de les conseiller et de les critiquer. La démocratie implique l'existence d'une loi générale et objective applicable tant aux gouvernants qu'aux gouvernés, garantissant l'égalité devant la règle et la fin des servitudes personnelles. Ce système repose sur des élections périodiques, offrant aux citoyens l'opportunité d'approuver ou de rejeter ceux qui détiennent le pouvoir, tout en leur permettant de s'engager activement dans la création, l'approbation et la mise en œuvre des politiques publiques. Cela vise à promouvoir le bien commun, tout en respectant la liberté et la réflexion de chaque individu. Par définition, le syndicalisme est un allié essentiel de la démocratie, qu'elle soit politique, économique, industrielle ou sociale. En effet, les syndicats réunissent des personnes qui sont conscientes de leurs droits et privilèges, qui se soumettent aux décisions prises par les leaders élus périodiquement et qui ont toute l'attitude pour donner des conseils, faire des suivis et émettre des commentaires sur ceux-ci tout en jouissant de la liberté d'opinion, d'expression et d'association. Cette structure assure que la gouvernance interne des syndicats est transparente, démocratique et responsable envers ses membres. Il est fréquent d'établir un parallèle entre une organisation syndicale et un gouvernement au sein d'une société civile. Cependant, comme le souligne Chartier, cette comparaison est trompeuse. Alors que les syndicats se concentrent sur la défense des intérêts particuliers, notamment économiques et professionnels, la société civile vise le bien commun en représentant une multitude de groupes intermédiaires dont les syndicats font partie intégrante.
Ce dernier constitue précisément l'un de ces contre-pouvoirs qui exercent des pressions légitimes sur les institutions publiques pour protéger et promouvoir les droits des travailleurs, contribuant ainsi à l'équilibre démocratique et à la cohésion sociale. Au sein d'une organisation syndicale, chaque travailleur doit comprendre qu'il appartient à un collectif dont la parole et les décisions, une fois adoptées démocratiquement, reflètent la volonté commune du groupe. Strauss désigne ce lien comme la communauté d'intérêt, une forme d'appartenance fondée sur des éléments partagés tels que le métier, l'âge, la culture et d'autres caractéristiques communes. Ce sentiment d'appartenance favorise l'émergence d'un noyau actif de membres engagés et impliqués dans la vie démocratique du syndicat. Il est cependant naturel que des opinions divergentes s'expriment. Dans ce cadre, les membres doivent apprendre à subordonner leurs convictions et émotions personnelles aux décisions collectives. Ainsi, le syndicat développe progressivement une volonté et une dynamique propre, devenant une institution capable de poursuivre des objectifs collectifs qui dépassent la simple somme des volontés individuelles et contribuent à la défense du tissu social québécois dans son ensemble. Participation et mobilisation des instances démocratiques. Pour qu'un régime démocratique soit vivant et en bonne santé, il est crucial que chaque citoyen y participe activement pour assurer une représentation exacte des orientations et des priorités de la société. Or, force est de constater qu'au sein même de notre société, la mobilisation des individus demeure un enjeu majeur, que ce soit pour se rendre aux urnes ou pour s'engager dans diverses instances démocratiques. Cette difficulté de participation se reflète également au sein des organisations syndicales où l'implication des membres tend à diminuer et où la participation au processus décisionnel devient de plus en plus faible. Ce phénomène prend racine dans les mutations sociales actuelles caractérisées par une montée en puissance de l'individualisme au détriment de l'engagement communautaire. Ce changement culturel entraîne une dégradation du sentiment d'appartenance et une tendance à considérer les enjeux collectifs comme des concepts abstraits, distants ou déconnectés de la réalité quotidienne des individus. En conséquence, les citoyens et les membres d'organisations ont perdu tout intérêt pour la participation, que ce soit aux élections municipales, provinciales, fédérales ou aux assemblées et décisions syndicales. Les données électorales récentes viennent confirmer cette tendance, illustrant une diminution constante de la mobilisation et du vote. En ce contexte, l'énergie de la démocratie, qu'elle soit politique ou syndicale, dépend de la capacité des organisations à rétablir un lien entre les membres et les enjeux communs, à encourager l'engagement et à démontrer que chaque opinion compte dans l'élaboration des orientations et des initiatives conjointes. C'est un défi crucial, car sans engagement actif, tant la société que les syndicats risquent de perdre en légitimité et en efficacité. Cela compromettrait la cohésion sociale et la représentation équitable des intérêts collectifs. La culture de la consommation gagne en influence dans l'idéologie des citoyens et affecte de plus en plus le fonctionnement de nos syndicats. Trop souvent, les individus se perçoivent eux-mêmes davantage comme des bénéficiaires de services plutôt que comme des membres actifs, responsables et engagés dans le processus décisionnel. Cette perspective modifie la dynamique démocratique interne, ce qui entraîne une baisse de l'engagement dans les débats, la participation aux réunions et la participation à l'élaboration des orientations collectives. Dans ce contexte, il est impératif que le gouvernement et les organisations syndicales prennent la responsabilité d'encourager et d'appuyer une participation citoyenne et associative plus active. En se basant sur les résultats des dernières élections, on peut voir que les organisations syndicales font face aux mêmes défis que les différents paliers de gouvernement, celui de mobiliser les individus pour qu'ils s'engagent réellement dans les décisions collectives. Il y a un tableau avec des données que je ne lirai pas, évidemment. Même si plusieurs jours de vote étaient proposés et si le processus de vote était simplifié, les données montrent que l'augmentation du nombre d'occasions de voter ne garantit pas automatiquement une hausse significative de la participation électorale. Intéressant. Ce constat souligne que la véritable mobilisation repose sur des stratégies de sensibilisation, d'éducation et d'inclusion visant à créer un sentiment d'appartenance et rappeler que chaque membre a son rôle et sa voix et que rappeler à chaque membre que son rôle et sa voix sont essentiels au fonctionnement démocratique de l'organisation. Par conséquent, le projet de loi numéro 3 pourrait en réalité aggraver le désengagement et ébranler la légitimité démocratique des syndicats, alors que ceux-ci sont des lieux où l'entraide se construit et où les intérêts collectifs des travailleurs et travailleuses sont défendus au bénéfice de tous. Il ne faut pas oublier que ces mesures auront un sérieux impact sur les coûts financiers associés à la logistique, location de salles, scrutateurs, etc. L'état de droit et certaines de ses composantes. Sans faire une revue historique, Montesquieu s'exprimait en ces termes quant au principe de la séparation du pouvoir, principe cardinal d'un état de droit dans une société démocratique. Citation, « Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. » Fin de la citation. C'est donc dire que dans une société démocratique comme celle du Québec, où le pouvoir législatif et exécutif est séparé du pouvoir judiciaire, ce dernier agit comme un chien de garde en vue d'assurer le respect des droits et libertés fondamentales des citoyens. L'accès des citoyens à la justice et de manière générale au pouvoir judiciaire est à la base même de la définition d'un contre-pouvoir permettant dans une société donnée de minimiser le risque d'abus. Toute mesure politique, aussi minime soit-elle, susceptible d'entraver la capacité administrative, budgétaire et organisationnelle d'une association à faire valoir ses opinions, notamment devant une cour de justice, mérite une attention plus que particulière.
Ceci est d'autant plus vrai qu'une telle association, comme l'est l'Inter, a pour seule et unique vocation l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres. Inutile d'indiquer que la limitation ou l'interdiction pure et simple d'un contribuable ou d'un regroupement de contribuables de recourir aux tribunaux judiciaires pour contester la constitutionnalité d'une loi ou d'un règlement applicable au Québec, agrémenté au surplus en cas de dérogation de peine pénale sous forme d'importantes amendes, contrevient à ce principe fondamental qui est l'accès à la justice. C'est pourtant précisément ce que tente d'accomplir le projet de loi 3 en adoptant les multitudes de mesures ayant fait l'objet de la sous-section précédente. L'influence des dirigeants syndicaux. Selon certains observateurs, les leaders syndicaux et leurs représentants jouent souvent un rôle central dans la vie communautaire. Cependant, leur action est soumise à un cadre bien défini. Ils doivent se conformer à des règles, des statuts et des mécanismes de reddition de comptes qui régissent leur mandat. Leur principale responsabilité est d'être attentifs aux besoins des membres et de prendre en compte les diverses sensibilités qui animent l'organisation. Ces dirigeants peuvent compter sur l'expertise de conseillers spécialisés, communément appelés permanents, pour accomplir efficacement leurs tâches. Ces spécialistes fonctionnent comme une extension technique de l'entreprise. Leur rôle est de soutenir l'avancement des dossiers, que ce soit en ce qui concerne les relations de travail, la santé et la sécurité ou encore les politiques publiques. Le rapport garantit une gestion stricte et uniforme des enjeux complexes que le milieu doit affronter. Ces conseillers sont responsables devant les instances démocratiques. Ils appliquent les directives établies par les dirigeants syndicaux qui tiennent eux-mêmes leur mandat des membres. En d'autres termes, cette approche sert à protéger la voix des salariés tout en assurant une expertise professionnelle au profit de leurs intérêts communs. Chartier mentionne que la réalité du fonctionnement syndical impose souvent une carte blanche aux dirigeants syndicaux afin de prendre des décisions rapides et fermes dictées par les exigences tactiques du moment. Leur objectif n'est alors pas tant la consultation constante que la recherche d'une efficacité compétente dans l'action. Ainsi, lorsqu'une décision est prise, l'organisation syndicale et ses dirigeants assureront la diffusion de l'information selon le média nécessaire, passant d'un dépliant à une conférence de presse. Chartier identifie les critères que l'on peut dire de mythes pour expliquer le manque de démocratie. L'un d'eux est bien présenté par ce projet de loi, c'est-à-dire la participation aux affaires syndicales. D'abord, on mentionne que la faible participation est un argument fréquent pour dénoncer le caractère non représentatif des décisions syndicales. Or, nous devons se pencher sur le pourquoi nous avons une faible participation. Chartier mentionne que l'apathie, le contenu monotone et les conflits avec les obligations personnelles expliquent cet absentéisme. L'autre argument, souvent avancé par les critiques du modèle syndical, concerne le faible niveau d'intervention des membres lors des assemblées générales. Si l'expression libre des membres est évidemment souhaitable, une faible participation à ce type d'exercice ne constitue pas nécessairement un indice d'affaiblissement démocratique. Les membres peuvent être intimidés ou se sentir insuffisamment préparés pour discuter de problématiques complexes. Dans la pratique, ce sont les dirigeants et les spécialistes qui examinent ces questions, non pas pour s'approprier le contrôle des discussions, mais pour assurer une meilleure compréhension des enjeux et faciliter la prise de décision éclairée. De plus, il y a actuellement une inquiétude tendance à confondre désaccord et harcèlement et intimidation. Or, dans ce cadre démocratique tel que celui des instances syndicales, la divergence d'opinion est non seulement normale, mais essentielle à la vitalité du débat collectif. Les assemblées générales demeurent des lieux neutres de dialogue et d'échange où chacun est invité à s'exprimer librement et à contribuer aux décisions collectives. Il est impératif de respecter la volonté de la majorité qui se dégage de ces rencontres, car c'est ainsi que s'exerce la démocratie syndicale. Malheureusement, le manque de mobilisation et la faible participation peuvent fragiliser cet exercice collectif. L'évaluation de la participation démocratique au sein des syndicats ne peut donc pas se limiter à ces seuls indicateurs. Selon Chartier, 4 critères essentiels doivent guider cette analyse. D'abord, la constitution du syndicat doit être claire et respecter les principes d'égalité et de liberté. Ensuite, les membres doivent disposer de toute latitude pour exprimer leur opinion, notamment sur des questions relatives à la convention collective ou au droit de grève, et l'opinion minoritaire doit être entendue sans crainte de représailles. Troisièmement, les dirigeants doivent consulter la majorité des membres sur les questions importantes, tout en évitant d'entraver l'expression des points de vue et en respectant la décision collective qui en découle. Et enfin, un processus électoral doit se tenir à des dates fixes dans le respect de la liberté de vote et au scrutin secret. Sur le plan juridique, la séparation des cotisations entre les activités de relations de travail et les activités politiques n'est pas une nécessité au Canada, contrairement aux États-Unis. Depuis la décision Abood, en 1967, les États américains autorisent ce type de distinction et des provinces comme l'Alberta l'ont codifié dans le Bill 32 de 2020, entré en vigueur en 2022. Cette loi oblige les membres à consentir explicitement à ce que leurs cotisations financent des activités politiques ou sociales et est actuellement contestée devant les tribunaux. Au Canada, en revanche, le régime protège davantage la liberté d'association et l'autonomie syndicale. La formule REN de précompte obligatoire est considérée comme essentielle à la Convention collective nationale et la Cour suprême du Canada a confirmé sa constitutionnalité dans l'arrêt Lavigne contre l'Ontario en 1991. La Cour a reconnu que cette formule n'entrave ni la liberté d'association ni la liberté d'expression. Elle contribue financièrement à un syndicat n'associe pas un individu aux idées de l'organisation et rien n'empêche de contredire cette position. L'encadrement des votes de grève. Dans l'industrie de la construction, où le droit de grève est parmi les plus restreints au Québec et aucune disposition anti-briseur de grève n'existe,
L'encadrement des modalités de vote revêt une importance particulière. Le processus de décision collective ne se limite pas à une simple formalité. Il s'agit d'un pilier fondamental qui assure que les actions entreprises reflètent réellement la volonté des travailleurs et travailleuses comme notre secteur s'étend sur l'ensemble des territoires québécois. Il est impératif de mettre en place des mécanismes efficaces pour rejoindre tous les membres des grands centres urbains ou régions éloignées. Or, la période de 24 heures imposée par la tenue des votes soulève de sérieuses inquiétudes. Les indices disponibles laissent croire que ce délai risque de ne pas permettre une participation suffisante et représentative, ce qui pourrait fragiliser la légitimité des décisions collectives. Dans un contexte où chaque voix compte pour préserver la cohésion et l'efficacité de l'action syndicale, limiter le temps de participation pourrait involontairement favoriser un déséquilibre et affaiblir le principe de solidarité qui sous-tend le mouvement syndical. De plus, une participation restreinte ne se limite pas à un enjeu technique. Elle a également des répercussions sur la capacité des syndicats à exercer pleinement leur rôle de contre-pouvoir et à contribuer au filet social québécois. La démocratie syndicale ne se réduit pas à la tenue d'un vote, elle repose sur l'inclusion, la représentativité et la légitimité des décisions. En compromettant la pleine participation, le projet de loi 3 risque de nuire à la défense des droits collectifs, à la protection des membres vulnérables et aux collaborations ponctuelles entre le milieu syndical et le milieu communautaire, lesquelles sont essentielles pour renforcer la prévention en santé et sécurité, ainsi que pour soutenir les initiatives sociales et éducatives dans nos communautés. Ainsi, plusieurs indices concordants nous portent à croire que la mise en œuvre d'une période de vote limitée à 24 heures risque de connaître des difficultés importantes, des réalités opérationnelles du secteur, mobilité constante des équipes, chantiers éloignés, conditions variables d'accès à l'information, soulèvent des préoccupations quant à la capacité réelle de rejoindre l'ensemble des membres dans un délai aussi serré. Encadrement des dispositions de vote pour la cotisation facultative. Une des autres conséquences les plus problématiques du PL3 réside dans l'obligation implicite faite aux organisations syndicales de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale toutes dépenses liées à une activité politique et sociale. Une telle exigence, si elle devait s'appliquer littéralement, alourdirait considérablement la gouvernance syndicale et risquerait de paralyser son action. Les syndicats fonctionnent comme toute institution démocratique, selon un mandat budgétaire annuel. Les membres entérinent des prévisions financières, élisent des responsables et confient à ces dernières la gestion courante des fonds selon les priorités collectives établies. Exiger un vote d'assemblée pour chaque intervention publique reviendrait non seulement à nier la confiance accordée aux instances élues, mais aussi à judiciariser le fonctionnement interne des organisations en les contraignant à des processus répétitifs, coûteux et inefficaces. Au-delà du simple enjeu administratif, cette disposition constitue une véritable atteinte au contre-pouvoir que représentent les syndicats dans la société québécoise. En limitant leur capacité d'agir rapidement et efficacement à des enjeux socio-économiques ou politiques, on affaiblit un acteur essentiel à la défense du tissu social québécois. Les syndicats jouent un rôle incontournable pour porter la voix des travailleurs et travailleuses, mais aussi pour soutenir, alerter et collaborer avec des organismes communautaires lorsque les injustices émergent. Monsieur le Président, je n'aurai pas le temps de terminer la lecture du mémoire. Il restait quelques pages, mais je veux terminer en soulignant la chose suivante. Encore une fois, on a une organisation syndicale qui représente une large quantité de travailleurs et travailleuses qui n'ont pas été invités. Contrairement à la construction, ils ne font pas partie d'une fédération. Il y avait de la place pour les invités, encore une fois. Il y avait 6 plages horaires de disponibles. Ils nous parlent de difficultés concrètes d'application du projet de loi dans leur industrie particulière. Je suis convaincu qu'avec une période d'échange avec le ministre, il y aurait peut-être eu l'occasion d'identifier encore plus précisément qu'est-ce qui cloche dans le projet de loi du ministre et où il y aurait eu l'occasion de le modifier pour qu'il soit moins nuisible possible au milieu du travail, qu'il soit moins un frein, qu'il soit moins ankylosant, si vous me permettez l'expression. Alors, je pense qu'on aurait eu l'occasion, on aurait dû avoir l'occasion de les entendre. Je terminerai en disant que le ministre a évoqué tantôt qu'il a parlé aux syndicats. Dois-je rappeler qu'il leur a parlé quelques jours, quelques heures après que j'ai écoulé le document. Donc, bien sûr que il peut dire qu'il leur a parlé, mais c'était une fois que le document était rendu dans l'espace public. Je termine là-dessus. Merci, M. Merci, M. le député de Schlager-Maisonneuve.